Donc, revenons plus sérieusement, du coup, au... Au candidat sérieux, pardon, au président argentin. Donc, le sujet va concerner justement l'élection de... comment il s'appelle? Javier Milei. J'ai du mal avec son nom. C'est tellement... Javier, c'est comme l'acteur, mais Milei, effectivement, faut retenir. C'est pas... Ouais, c'est pas intuitif. Donc, Javier Milei... C'est difficile à retenir, en fait. Ah, il y a juste son nom de famille, mais il n'y a pas... donc, Javier Milei a été élu nouveau président de l'Argentine il y a cela à peu près 2 semaines. Mhm. Enfin, pas tout à fait, une semaine et demie. Enfin, ouais, c'est ça. Un candidat qui était tellement outsider que les gens n'y croyaient pas à la base. Pourtant, quand tu vois son parcours, c'est pas si déconnant. Mhm. Il y a Vagabond qui dit si c'est Stormtrooper, on n'a rien à craindre, qui nous vise pas, on sera pas touché. Ouais. Vagabond, tout ce que je note, c'est que tu t'es pas fait ban pendant le dernier sujet. Il y a du relâchement. Peut-être que ce sujet te donnera l'occasion de te faire ban. Croisons les doigts. Et donc, du coup, sans attendre, commençons le sujet justement sur Javier Milei. Donc, Argentine. Nouveau souffle économique ou mascarade? Donc, on va regarder cette petite présentation qui présente un peu L'AFP, c'est l'agence France française Presse. France Presse qui couvre beaucoup, qui couvre en fait le monde entier. Elle a plein de points et la plupart du temps, quand vous avez quelque chose en Europe qui est relié dans les journaux, c'est AFP qui est à l'origine C'est la source, du voilà. matériau. C'est souvent l'AFP, avant la déformation politique des journaux, c'est la source brute. Et l'AFP elle-même a déjà ses propres billets. Donc, on va en profiter. Madrugadas fisuradas, la mañana con resadas, cómo olvidarlas. El día, cuánta barbarie por el camino, cuántos talentos perdidos. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Je fais une petite pause, Mmh. déjà pour commenter sur ce qui a été dit. Donc, il a conscience que les gens voient en lui un grand espoir. C'est d'ailleurs l'un de ses premiers mots. Le jour de son élection, c'est pas... Il n'y a rien de personnel. Mmh. Tu vois, et tu vois que c'est sa femme que tu vois quand il gagne. À l'inverse de tous nos politiciens modernes dans les autres pays, Mmh. il y a toujours cette façon de romantiser leur couple et compagnie. Là, on voit que c'est... ils s'en foutent des apparences, tu vois. Ils se montrent, je pense, comme ils sont au naturel. Je pense pas que c'est surjoué, tu vois. Mmh. Oui, en version Dans française, la on aurait- petite, voilà, on aurait dans la version des gens française, il y derrière, aurait Brigitte qui serait là en train de regarder Emmanuel avec des yeux à distance. à distance, et puis après, ils remontent la rue en se tenant la main comme des amoureux avec l'hymne à la joie. Dixit 2022. Tu vois que il en a marre de l'ancien système. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'économiquement, Argentine, dans les années, il me semble que c'est dans les années 20,
était l'un des pays les plus riches du monde. Mhm. Il a subi un déclassement Monumental. monumental au fur et à mesure. Donc petit à petit, normal parce que d'autres pays ont commencé à rentrer en piste. Et vraiment, ce qui les a flingués, c'est dans les années 70, quand les socialistes ont commencé à venir au pouvoir. Économiquement, le pays s'est effondré. Donc ça, c'est première chose. Et là, on en est arrivé à un tel point où 10% de la population argentine, Argentine, la population argentine. ok, 10% de la population argentine est dans l'extrême pauvreté, extrême précarité, Mhm. et 50% sont dans la pauvreté. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ça prend un peu la tendance de ce qui se passe en France. Mhm. Actuellement, on estime que tous ceux qui sont en dessous du SMIC, ce qui correspond à 60% de la population, sont en pauvreté. Ouais. Et l'extrême pauvreté augmente aussi. Et voilà, l'extrême pauvreté est en train d'augmenter. Je pense qu'elle est même plus qu'à 10%. Donc, Donc il y a un parallèle entre ce qu'a été l'Argentine et ce que devient la France. exactement. Mhm. Et aussi, justement, peut-être un ras-le-bol à un moment qui va se manifester. Parce que je pense que les Argentins, depuis des années, subissent, n'ont pas vraiment la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et tu vois quand même le monde, parce qu'il a été élu massivement. Mhm. Il a été très bien élu, pour le coup. On ne pourra pas contester son élection. Et tu vois que les gens font énormément la fête et portent énormément d'espoir sur eux. Et il en a conscience. C'est d'ailleurs pour ça que les premiers mots qu'il annonce à son discours de victoire sont portés vers la population pour continuer à maintenir cet espoir. Ouais. Et ce qui met quand l'ancien monde, ce qu'il faut savoir aussi avec Javier Milei, c'est que il en a marre que les gouvernements viennent chez vous, s'introduire, vous donner des lois par exemple. Ah, fini les voitures à combustion, maintenant faut conduire des voitures électriques. Fini le sucre, c'est pas bon pour vous. Fini ci, fini ça, tu vois, des choses. Un aspect totalitaire de l'État. Un aspect totalitaire de l'État. Et ça, c'est ce qui c'est la grosse différence, par exemple, des présidents, une grosse partie des présidents qu'on a dans l'UE ou aux États-Unis, où justement on légifère sur tout et n'importe quoi. Mhm. Et le problème, c'est que ça bloque même l'entrepreneuriat. Mhm. Donc finalement, si tu bloques l'entrepreneuriat, tu appauvris ta société parce que tu l'appauvris son tissu économique. Mhm. Voilà. Donc, et c'est pour ça, il a été qualifié dans le courant libertaire, c'est ça. Un libertaire est une personne qui veut se sentir libre. Justement, quelle est la différence entre libertaire et libertarien? Parce que j'ai vu qu'il était dans deux partis. Qu'il était le front libertaire et aussi qu'il avait été dans le front libertarien. Je vois pas la différence. D'accord. Un libertarien, je sais ce que c'est pour moi un libertaire. Un libertarien, Es una felicidad increíble, la verdad. Es el fin de una decadencia que no se terminaba nunca. Así que los corruptos, afuera. ¡Milei, presidente! ¡De arriba! ¡De siempre! Ya no se puede vivir con los aumentos, con la violencia, que entra por una puerta, salen por la otra los ladrones, y la gente quería un cambio. Y se terminó la historia. Nada más. Desde gremios, desde organizaciones sociales, desde organizaciones de transmitirle garantías sobre el funcionamiento. Sigo creyendo y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo,
y esperamos que así lo haga. Très intéressant parce qu'en fait, il essaye de en fait, ils veulent l'enfermer dans le personnage du mec parce que comment il est présenté par la société, c'est Comme un ultra. ultra anarcho-capitaliste. Enfin, tu vois, t'as l'impression. Mais là, pour le coup, regarde, cette présentation, le candidat est derrière lui, sa famille politique. Effectivement, il a déjà une rupture avec ce qu'on a vu tout à l'heure, quand lui, il était sur scène, seul avec sa femme. Il était son propre soutien, en fait. Alors que là, ça fait très modèle français, par exemple, quand tu as Elisabeth Borne qui parle et Ah derrière non, mais 4, tu 5 ou as 6 l'impression que c'est la Macronie. Ouais, Et oui. puis même l'électorat de la Macronie que tu vois, enfin, tu vas voir. Ouais. Et là, justement, le piège, et ça a été là toute la campagne de son opposant, centriste, ça a été de le diaboliser en mode il va vous défoncer les sociales, vous allez vous retrouver plus dans la. Discrédite, oui, pour un candidat. Sauf qu'on va voir, il y a eu des choses qui se sont passées depuis 10 jours, et là, il est en train de faire un beau tour de force. Notre petit Javier Milei. Je pense que je vais bien l'aimer quand même. Moi, je te dis, je prends mon parti, je pense que je vais bien l'aimer celui-là. Il faudra me convaincre que j'en prenne connaissance. Me siento muy mal porque es muy feo, Pero bueno, ojalá que le vaya bien. Pertenezco a la comunidad LGBTQ+, y sus votantes, sobre todo los libertarios, la derecha extrema, ha tenido muchas actitudes y violencia hacia nosotros, y a partir del 10 de diciembre no sabemos eso, cómo se va a sostener desde el Estado. ¡Viva la libertad, carajo! Y mañana a trabajar para poner de pie a la Argentina. Muchísimas gracias. Y vaya que hoy lo hicimos y acabamos de dar vuelta a la historia. Pour le coup, tu vois, là où les élections de présidence et les soirées sont un peu chiantes, là, j'aurais bien voulu y aller, ça avait l'air cool. Non, mais c'est vrai. Ça avait l'air assez rythmé. T'avais des rues qui étaient en liesse et d'autres qui étaient en larmes. Beaucoup d'émotions. Pour les libertaires, donc en fait, peut-être le mot libertaire va venir peut-être être le nouveau mot qu'on va utiliser dans la novlangue pour dire ultra-droite. Parce qu'en fait, peut-être finalement, ça marche plus. Donc il va falloir réadapter le discours. L'ultra-libertaire, peut-être. L'ultra-libertaire. L'ultra-libertaire, ça me revient, ça. Donc là, actuellement, il prend ses fonctions dans 4 jours. Le 10 décembre. Ce qui l'embête, c'est qu'il aurait voulu faire partie de la COP 28 qui a lieu aujourd'hui, mais sauf que malheureusement, il devra prendre ses fonctions 2 jours après la COP 28. Et la COP 28 n'a pas voulu qu'il vienne faire une petite exception. Ils l'ont félicité. Nos présidents l'ont félicité, mais ils ne veulent pas trop le voir. Ceci dit, on va comprendre peut-être pourquoi. Argentine, le président anti-système Javier Milei a choisi un ancien ministre pour le portefeuille de l'économie. Voici les garanties qu'il va annoncer. Parce que en fait, dans son plan, il veut démonter en fait la banque centrale argentine. Pour la simple et bonne raison, parce qu'il estime que sur les 12 points qui ont amené, selon lui, la faillite justement à l'Argentine, ça a été 10 décisions de la banque centrale. Donc il les met coupables. Et en fait, il est en train de mettre une cavale. Tu vois que finalement, c'est l'histoire qui se répète. En France, tu vois que ce sont maintenant les fonctionnaires qui gèrent le pays. Et finalement, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il s'attaque directement aux fonctionnaires. Il veut démanteler le fonctionnaire. Et de toute façon, ce que tu voyais, le message de soutien du jeune qui disait « Fini la corruption, c'est terminé ». Ouais. Et je pense que les gens commencent à saisir que
le fonctionnaire est un problème. Pas le fonctionnaire genre la personne à l'hôpital, pas l'infirmière. Quand je dis le fonctionnaire, c'est le préfet. Les 40 personnes qui gèrent la documentation sur tel ou tel aspect secondaire de la vie du public et qui essaient de le régir en même temps. Voilà. Oui, il veut faire une coupe brute en fait dans la dépense publique par l'excédent de fonctionnaires sur certains postes. C'est ça. Et en fait, reprendre, redéfinir justement les axes stratégiques justement du pays. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que il est loin d'être con en fait, surtout. C'est ça a été un économiste. Il a été d'abord footballeur, puis il est devenu un économiste. Et il a été renommé d'ailleurs comme tel, comme économiste. Donc tu vois, il est câblé malgré le côté un peu folklorique du personnage. Il a quand même les connaissances. Il sait quand même où il va. Et ce qui montre justement son choix de prendre cet homme-là. Tu vas comprendre. Et il est très très malin. Je pense que il va faire mal. Et en plus, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les courants économiques, voilà, ce qui explique pourquoi il veut découper le fonctionnaire, c'est parce qu'il est profondément persuadé de la vision de Milton Friedman, justement, qui explique que le problème pour entreprendre, c'est le fonctionnaire. Parce que le fonctionnaire n'est jamais mis en cause. Il n'a pas de responsabilité fonctionnaire, mais il a un pouvoir décisionnel. Voilà. Et c'est le problème. Oui, de mort, j'avais remarqué justement, quand à la fin, il fait son discours à la foule, le reportage de l'AFP n'écrit plus déjà ce qu'il dit. Peut-être pour que son temps-parole ne soit pas trop débité. Donc on va lire cet article justement sur la réponse que Massa lui a demandé de donner les garanties sociales, tu vois, en espérant essayer d'animer les foules en mode... Un article de latribune.fr. Argentine. Le président anti-système Javier Milei a choisi un ancien ministre pour le portefeuille de l'économie. Le nouveau président libertarien, Javier Milei, tu vois, ils vont être obligés, voilà, le nouveau mot, c'est libertarien, a choisi une figure. Tu vas voir que Trump, ça sera libertarien pour 2024. On parie? On ouvre les paris? Avec quelqu'un du chat. A choisi une figure connue de la politique argentine pour diriger les finances du pays au bord de la faillite. Son rôle, couper dans la dépense publique sans restreindre les aides aux plus vulnérables. Mais aussi rassurer les banquiers dans cet état surendetté. Tu vois? C'est un double coup. C'est un double coup. La rupture semble finalement moins brutale qu'attendue après une campagne présidentielle. Juste la légende. Le président arrivé avec sa sœur, Calais Milei. Ah, c'est sa sœur, pas sa femme, désolé. Ok. Donc il est célibataire? Il a l'air. Ou il montre pas sa femme. C'est respectable. La rupture semble finalement moins brutale qu'attendue après une campagne présidentielle tonitruante et dans les excès. 10 jours après sa victoire historique en Argentine, devenant le 10 décembre prochain, le premier président libertarien au monde, Javier Milei a dessiné son ministre de l'économie. Et alors que l'on aurait pu attendre un choix radical au vu de ses positions anarcho-capitalistes et anti-État, le président élu a fait le choix d'une forme de continuité. C'est en effet Luis Caputo, ancien ministre des Finances sous la présidence Macri en 2017, qui aura la lourde tâche du portefeuille de l'économie dans un pays au bord de la faillite. Le président Milei, qui avait d'ores et déjà annoncé ne conserver que 8 ministères essentiels au lieu de 18, a choisi cet économiste ex-trader à la bourse de New York et aussi brièvement était à la tête de la Banque centrale sous la présidence du libéral Mauricio Macri. Donc tu vois, comme on a été sur des années de socialistes ou de centristes en Argentine, comme on a été sur des années, forcément trouver quelqu'un de droite dans tous les gouvernements, c'est pas simple déjà. Pour appuyer son choix. Mais là, en l'occurrence, le gars, ça a l'air d'être un monstre, le ministre. C'est Bruno Le Maire n'a qu'à se tenir. Pour plein de raisons, mais une en plus. Ce choix est d'autant plus inattendu que Luis Caputo s'est montré réservé sur la dollarisation de l'économie argentine. Donc aussi dans sa solution, comme il estime que le peso
argentin ne vaut plus rien. Ouais. Il compte le liquider, il veut dollariser en fait. Il veut remplacer le peso argentin par du dollar US pour essayer de remonter la pente. Ce qui est pas con, ceci dit. Dans ce cas précis, hein. Je dis pas que tous les pays moyen doivent. terme, c'est un choix intéressant pour l'Argentine qui est au bord de la faillite. Voilà. La solution prônée par le candidat Milei pour enrayer la dévaluation du peso est l'hyperinflation chronique. Mais la fin de la banque centrale qui l'accompagne sont toujours en ligne de mire. Selon Bloomberg, à une échéance moyen terme, a indiqué Luis Caputo. Donc tu vois, c'est vraiment, ils le disent moyen terme. Ouais. Dont la mission était de rassurer rapidement les banques après l'élection. Âgé de 58 ans, Luis Caputo dirige l'équipe économie lors de la transition avant la nomination officielle. Il a accompagné Javier Milei pendant 2 jours aux États-Unis, où le futur chef d'État a rencontré des conseillers du président américain John Biden. Monsieur Caputo a également participé à une réunion technique avec des fonds monétaires internationaux FMI. Tu vois, il connaît bien le mécanisme du dollar, donc Et il agit c'est très vite. ça va être le plus à même à pouvoir maîtriser la monnaie, tu vois. Par contre, il a été honnête, et c'est un peu ce qui pend au nez aux Européens, c'est que, à un moment ou à un autre, économiquement, le modèle européen n'est pas viable. Ça, on l'a déjà prouvé au fur et à mesure de nos lives. Même quand on imprime à fond. En fait, la question, c'est quand est-ce qu'on va sortir de la mascarade. Plus on va attendre, plus la stagflation, elle sera terrible à la sortie. C'est ça qui nous attend. Tu vois, le drame économique, c'est la stagflation, ce qu'on appelle. Donc, en fait, ça veut dire pas de croissance pendant un long moment et des prix maintenus extrêmement hauts pendant cette période. C'est ça, la stagflation. Le problème, c'est que plus on va attendre, plus on va être déficitaire, plus la stagflation va être longue. C'est ce que les gens doivent comprendre, en fait. L'Argentine est l'un des pays les plus endettés auprès du fonds au monde. 44 milliards aussi. L'économiste Milei a prévenu que le redressement de son pays ne sera pas rapide, évoquant même une période de stagflation à venir. Prix haut, faible croissance, que je te disais. La hausse des prix va rester élevée car elle est déjà jouée par ce qui s'est fait en politique monétaire ces 2 dernières années, a-t-il estimé, critiquant l'émission monétaire du gouvernement sortant. Il va y avoir une stagflation car quand vous effectuez une remise en ordre budgétaire, cela va avoir un impact négatif sur l'activité économique, a-t-il prévenu, en estimant à entre 18 et 24 mois le temps nécessaire pour en finir avec l'inflation, une fois l'ordre revenu dans le budget. C'est seulement l'inflation, et après, tu as la stagflation. Parce que l'inflation, elle va rester permanente. Les prix vont pas descendre. Voilà. Domnor qui dit, plutôt qu'un remplacement, il serait plus futé d'aligner le cours du peso sur le dollar comme d'autres pays de la région, il me semble. Non, parce que en fait, si le dollar reste plus puissant sur la zone, si tu fais cette logique-là, les Américains pourront jouer avec ta monnaie en fait, et c'est ce qui s'est passé pendant des années avec l'Argentine. C'est pour ça qu'ils en sont dans cette situation. Par spéculation sur la Par spéculation, ouais. D'accord. Estimant entre 18 et 24 mois le temps nécessaire. Donc presque 2 ans avant de pouvoir arrêter l'inflation pour entrer dans une phase de stagflation. Ça va être chaud. Mais il leur dit du départ. Hein. Il a regardé les comptes, il a fait l'analyse là sous 8 jours, et il annonce droit dans les yeux au peuple argentin ce qui va se passer. Tu vois. 4 jours avant même son intronisation en tant que président, voilà. Il donne déjà les cartes. On peut dire ce qu'on veut, c'est honnête comme démarche. Je me demande comment ça va être pris. Ce sera intéressant de suivre les journaux argentins. C'est bien pris. C'est bien pris. Bah, en fait, finalement, les gens, à force d'avoir été pris pour des cons, une bonne vérité, en fait, indirectement, il leur annonce quelque chose de concret dans la tête des gens. C'est rassurant. Même si... Tenez 2 ans, ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Tandis que quand tu as un Bruno Le Maire qui dit l'inflation est finie tous les mois et que tu vois très bien qu'elle se termine pas, bah, au bout d'un moment, il y a une angoisse qui commence à se créer et un agacement. Parce que tu as la sensation d'être pris pour un con. Tu vois la nuance. Tu vois un cap et en voyant un cap, tu gagnes, tu as confiance.
la confiance, le fait d'être inconfortable justement sur cette question de la confiance, c'est justement ça qui rend la chose compliquée, je pense. Et ça, ils vont le payer cher, je pense. Parce que bon, finalement, Massa, c'était un président centriste. Macron, c'est quoi? Président centriste. Mais j'ai vu dès la présentation de l'AFP, hein, on voyait vers qui penchait la balance. Donc, quand on regarde la nature des problèmes argentins, quand on voit que sur les 15 points de déficit budgétaire, selon Javier Milei, 10, ouais, j'ai dit 12, c'est 15. Donc 10 proviennent de la Banque centrale. Il est clair que le premier problème à résoudre est celui de des LELIX, a-t-il dit à la radio. La RED, et selon lui, Luis Caputo est le mieux indiqué pour cela. Les LELIX sont un instrument de dette à court terme émis en pesos, donc c'est des obligations d'État, pour soutenir la monnaie nationale. Mais pour Monsieur Milei, sont actuellement à un niveau d'insolvabilité qui menace l'Argentine d'hyperinflation. C'est ce que Macron a fait. Il a recréé des nouveaux bons dans la dette. C'est exactement, quand tu regardes la chose, c'est exactement le même modèle, tu le calques d'un pays à un autre, c'est ça. On est à un niveau d'endettement qui est proche de l'Argentine. Et on utilise les mêmes cartes qui ont déjà été utilisées par le passé pour l'Argentine. C'est incroyable. Hein. Tu fais un copier-coller, quoi. Sous le mandat de Mauricio Macri, le ministre des Finances Caputo avait en particulier été crédité en 2017 de l'opération dite des obligations centenaires. Une émission de bons sur 100 ans qui avait trouvé preneur sur les marchés de capitaux, un signal alors considéré comme positif malgré la crise traversée par le pays. L'aide aux vulnérables continuera. En sus, sa priorité absolue des coupes budgétaires en vue de l'équilibre non négociable va affecter négativement le PIB, a-t-il concédé. Pour 2023, la FMI, dans ses dernières projections, prédisait une contraction de PIB à 2,5%. Il a toutefois assuré que l'aide sociale serait maintenue pour amortir l'impact des coupes budgétaires. Bon, je suis désolé, quand tu vois l'article, c'est quand même digne d'un président. Quand tu écoutes les théories d'économie de Bruno Le Maire ou de Macron, quand il parle d'économie, tu vois, là, on a un discours clair, un raisonnement. C'est transparent. C'est ça la transparence. Il a toutefois assuré que l'aide sociale serait maintenue pour amortir l'impact des coupes budgétaires. Le seul porte-monnaie qui restera ouvert sera celui du futur ministère du capital humain pour pallier les éventuels effets négatifs sur le plan social. De ces mesures est apporté un soutien aux personnes les plus vulnérables, a-t-il dit. En revanche, il a laissé entendre qu'il allait s'en prendre aux organisations et aux mouvements sociaux qui, selon lui, obligent les gens à manifester. Syndicats. Il va leur lâcher, il va leur retirer le fric. L'Argentine compte 40% de personnes sous le seuil de pauvreté et 51% reçoivent une forme subside ou d'aide sociale. Un peu comme la France. Parce que les gens ne le comprennent pas. Mais tu sais, quand ils ont la prime d'activité, c'est une forme d'aide sociale. Ça t'étudie, oui. Donc voilà le plan économique détaillé. Le plan avec ses prévisions. Exactement. Donc, maintenant, on va voir comment la doxa nous présente Javier Milei. La doxa qui fonctionne sur des stéréotypes. Donc, si elle a créé un gros stéréotype, genre Trump, elle va le resservir à toutes les sauces. Exactement. Sauce argentine. Goûtons cela. Yo soy el león. ¡Viva la guerra, carajo! Là, on traduit. Hein. Tu vois, ça c'est facile. Tu vois, l'accuser d'avoir caché des nazis en Argentine, enfin, sans déconner, quoi. Tous les présidents, je suis sûr qu'ils ont eu dans leur entourage un gars ou un membre de leur famille. Il est né dans les années 70, donc il est la génération d'après la génération qui a...
Millet, c'est un Macron qui a réussi. Millet, c'est la tronçonneuse. Macron, c'est l'aliment. J'aime bien Omar, c'est vrai, c'est très drôle. Es moral eliminar el Banco Central para aumentar nuestra libertad. Javier. Gracias. Alineamiento de geopolítica, alineamiento de geopolítica. Ganó Villegas, Diego Nahuel se ganó 609. Je trouve que c'est pas mal de mettre son salaire de député à la loterie. C'est sur quelle chaîne YouTube? C'est en pesos ou en dollars? Juste pour Sans pesos. Bon, bah, on continue. J'espère qu'il va continuer avec son salaire de président en dollars. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Privado, Ils l'ont coupé. Il sort aussi une phrase, il dit, après le dernier, c'est sur les femmes, il dit aussi, quoi que celui-là, il va être assez récalcitrant, mais dehors quand même. que por ejemplo seguimos, no, por otro lado, esa es la realidad. Vamos a hacer lío por todos lados. Voilà. Afuera. Privado. Cree que por ejemplo seguimos, no, por otro lado, esa es la realidad. Vamos a hacer lío por todos lados. Il y a eu des commentaires qui sont passés, j'ai vu. C'est fou, comme les médias arrivent à mettre tous les défauts possibles sur une seule personne, sous prétexte qu'elle dérange, ce manque d'honnêteté intellectuelle est épuisant. Ouais. Tu le fais pas dire, vagabonde. C'est justement ça qui est énervant. Puis bon, le problème, c'est que, bon, eux, ça les dérange pas, parce que tant qu'ils seront payés, ils continueront, quoi. On est loin du peintre autrichien élu par le Times homme de l'année. Ah, imagine le peintre autrichien s'il avait la puissance des médias. Il l'avait de façon localisée juste pour son pays d'accueil. Bon, ça c'est donc la doxa qui nous présente, bon forcément hein, tout. Mais j'ai vu tout, hein. Il va faire le clonage, le trafic d'organes, enfin. Il jette toutes les fléchettes sur la cible en espérant toucher juste à un moment donné. Il tire dans le tas, il y aura quelque chose qui marchera. Il voit le crise dans le truc, il clone. L'élection de... Ah, on a disparu. Ah, l'écran, c'est vrai. Voilà. Rebonjour. Rebonjour. Donc, désolé pour ce petit problème technique, reprenons. Avec la souris du clavier. Ouais, c'est vrai. Vagabonde. Donc, dans mon raisonnement, j'en étais où, alors? Tu avais fini la présentation de Rémière qui était présenté comme l'antisystème par la doxa générale. Et on allait passer justement sur... Le Mercosur. Le Mercosur. Donc, on va regarder, avant-propos, qu'est-ce que c'est le Mercosur? Plus.
Il devra encore être ratifié par les États membres et par le Parlement européen, mais le traité de libre-échange UE-Mercosur est déjà présenté comme historique par la commissaire européenne au commerce Cecilia Malmström. Mais de quoi exactement est-il question ? Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur sont assujettis dans les deux sens à des droits de douane qui protègent les producteurs locaux de la concurrence. Si demain l'accord de libre-échange entrait en application, les tarifs douaniers seraient réduits de plus de 90% sur un certain volume d'échanges. Par exemple, les pays du Mercosur pourraient exporter vers ceux de l'Union européenne 99 000 tonnes de viande de bœuf par an avec des tarifs douaniers quasi nuls. Bien sûr, certains secteurs économiques comme l'industrie automobile allemande tireraient profit d'un tel accord, synonyme de nouveaux marchés à conquérir. Mais pour d'autres, et notamment pour nos agriculteurs, la signature de ce traité laisse présager une véritable catastrophe. Pour cause, les critères de production agricole au sein du Mercosur sont radicalement différents de ceux qui ont cours en Europe. Les élevages comptent des milliers de têtes de bétail, les salaires sont extrêmement bas, les fermes sont de véritables usines et les animaux sont soumis à des traitements médicamenteux à base notamment d'hormones de croissance rigoureusement interdits sur le sol européen. Conséquence, la viande sud-américaine coûte beaucoup moins cher à produire que la viande européenne au détriment de la qualité. Mettre les éleveurs français en concurrence directe avec les éleveurs du Mercosur, c'est les confronter à une concurrence intenable au regard des normes qu'ils sont censés respecter. Et à terme, cela pourrait revenir à signer leur arrêt de mort. Cet économiste a fait ses comptes. Si l'accord avec le Mercosur était signé, les prix de vente des producteurs français pourraient chuter de 10%. 25 à 30 000 emplois seraient directement menacés sur les 100 000 que compte la filière. Difficile en effet de concurrencer les prix de la viande brésilienne. Les exploitations sont en moyenne 15 000 fois plus grandes qu'en France. Des usines où les bêtes sont nourries de soja et le clonage autorisé. Sans parler des pesticides. Les agriculteurs brésiliens sont les premiers consommateurs au monde. Le Brésil utilise plus de 239 substances interdites en Europe, des pesticides classés toxiques pour la santé et l'environnement. Le président Jair Bolsonaro les a tous réautorisés depuis son élection. Il n'y a aucun danger pour les animaux qui vont consommer ce maïs. Un discours sur la sûreté des pesticides auxquels sont habitués les chercheurs brésiliens. Mais leurs études montrent que tous les 2 jours et demi, un travailleur agricole meurt intoxiqué par les pesticides au Brésil. En très peu de temps, sont nés un nombre important d'enfants avec des malformations génitales et d'autres ont des problèmes de puberté précoce. Dans le même temps, accepter cette concurrence revient à cautionner un modèle de production intensive nécessitant une déforestation massive que l'UE prétend combattre ici même en multipliant les normes sanitaires destinées à améliorer la qualité de la production agricole et à réduire son impact environnemental. Une incohérence absolue que les agriculteurs français ne manquent pas de souligner. On nous demande de faire bien, bon et propre pour nos Français et on veut nous amener de la viande étrangère qu'on n'est même pas sûr à 100% de la qualité et de la réglementation là-bas. Moi, je ne peux pas vous dire que nous allons aujourd'hui ratifier le Mercosur. On va le regarder dans le détail et en fonction... Ça faisait longtemps si bête. Hein. Trop longtemps? Non. Non. Mais une chose qui est sûre, c'est que bon là, ils tiennent la position du Mercosur comme non, on le fera pas. Finalement, Macron veut le Mercosur. De ce détail, nous allons... Parce que c'est une vidéo, là, le fil d'actu de Tatiana Ventose, elle a 4 ans. Donc là, c'était aux prémices du Mercosur. Quand on commençait seulement, on parlait. Donc la France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier. La France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier. Cet accord, à ce stade, est bon, compte tenu du fait que les demandes que nous avions formulées ont été intégralement prises en compte. Le Brésil doit aussi protéger la forêt amazonienne. Mais il s'est engagé. Il s'est engagé, Jair Bolsonaro, à arrêter la déforestation. Ça fait partie du bras de fer. C'est pas fait. C'est pas fait. Et c'est pour ça que l'accord commercial qui a été signé avec l'Union européenne, pour moi, il n'est pas ratifié. Voilà. Et il ne sera ratifié que si... On voit des fantômes quand même, hein. Sibeth Ndiaye, de Rugy. Les cadavres commencent à... Je retombe en enfance. Si le Brésil respecte ses engagements. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après l'ONG Amazon, la déforestation aurait augmenté de 54% le premier mois de la présidence Bolsonaro par rapport à l'année précédente. Mais il n'y a pas de contrôle.
Alors les contrôles dans ces accords, vous avez raison, les contrôles dans ces accords sont faits par les pays exportateurs et pas par le pays qui importe. Et c'est le Brésil qui contrôle sa viande avant de nous l'envoyer. Voilà, ça va être ça, c'est ça l'accord, c'est ça un accord de libre-échange. Donc vous savez que le Brésil est empêtré dans un scandale de corruption énorme. On a connu au printemps 2017 le scandale de la viande avariée avec des viandes venant du Brésil qui étaient pourtant contrôlées par le Brésil et qui est arrivé en Europe. 21 entreprises brésiliennes sont suspectées d'avoir vendu et exporté de la viande périmée, parfois contaminée à la salmonellose, avec la bénédiction d'agents d'État corrompus. Les entreprises ont utilisé certains produits, parfois cancérigènes, pour maquiller la pourriture de la viande, la mauvaise odeur et la détérioration. Mais là n'est pas la seule interrogation quant à la logique de ce traité, car à l'heure où les dirigeants européens prétendent tous lutter contre les émissions de dioxyde de carbone, quel sens y a-t-il à produire à l'autre bout du monde et à faire voyager par cargo ou par avion des marchandises pouvant être produites sur place, alors même que le transport de marchandises est un désastre environnemental et que tout le monde comprend la nécessité de revenir à des circuits de production courts? Comment justifier un traité allant totalement à l'encontre des discours destinés à « Make our planet great again ». Le problème, c'est que les négociations UE-Mercosur qui ont abouti à ce traité ont commencé il y a 20 ans. À l'époque, si certains alertaient déjà, nous baignions encore dans l'illusion d'une mondialisation des échanges profitables à tous. La logique de ce traité est tout simplement archaïque, totalement déconnectée des enjeux économiques et environnementaux actuels. Et si nos dirigeants ont intégré à leur discours les préoccupations actuelles, leurs actes, eux, continuent d'aggraver nos problèmes, à rebours des ambitions qu'ils affichent, mais surtout à rebours des décisions qu'il conviendrait de prendre. Merci d'avoir suivi le fil d'actu, n'hésitez pas à... Donc, une présentation rapide et correcte du Mercosur. Et avant toute chose, on renvoie aussi vers le fil d'actu qui est une très bonne chaîne. Elle le fait plus actuellement, mais regardez au pire Tatiana Ventose, mais il y a énormément d'infos, vous pouvez trouver des choses assez intéressantes et qui peuvent être exploitables. Très bon travail. Donc le Mercosur, ça fait déjà 23 ans que c'est en cours de négociation. Ouais, mais bon, Macron avait dit non. En gros, on n'en parlait pas. En gros, il y a 23 ans, on n'en parlait pas. C'était un projet. Ouais. Parmi tant d'autres. C'était un projet. C'est il y a 4 ans qu'ils ont vraiment décidé de commencer, on va dire, à vouloir le mettre en place et à l'appliquer. Bien avant les rapports alarmants du GIEC, bien avant le Covid, bien avant la guerre en Ukraine, bien avant toute cette géopolitique avec ces cartes qui sont rabattues. Ça, c'est un point. Mais la victoire de... Il y avait Javier Miller. Ah, il est pour ou il est contre l'échange avec l'UE du Mercosur? Il refuse de signer. Donc c'est lui qui refuse de signer. Ouais. Il refuse de signer, donc l'accord il va tomber à l'eau. Ils ont essayé, là pendant COP28, comme il n'était pas là, de faire venir Lula du Brésil pour essayer de faire voter le truc en tsum-tsum, mais en fait, par rapport aux traités comme ils ont été mis en place, ils peuvent pas le faire. En fait, il s'était bien écrit au départ qu'il fallait que ce soit l'unanimité. Et comme l'Amérique latine n'est pas encore fédérale, c'est le Mercosur. Ils disent pour le moment, il est suspendu. Donc, mais ils ont essayé de le faire voter en urgence, mais ils se sont cassés les dents. La victoire de Javier Milei lors de l'élection présidentielle argentine pourrait faire dérailler les négociations commerciales entre l'Union européenne et le Mercosur. Lors de sa campagne, le candidat d'extrême droite a menacé de quitter l'ensemble sud-américain qui... on n'est plus sur le libertaire, on est le candidat d'extrême droite. son pays avec le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. En cas d'échec des discussions, l'Union européenne serait la principale victime de cette issue, car les 27 cherchent à renforcer leur influence sur cette partie du continent. Not reaching a deal with the Mercosur countries and not ratifying this association agreement would be a great loss for the European Union, not only on the economic front, but also in terms of symbolics and the politics of its relationships with Latin America. The EU has been... Donc il faut savoir que ça va être la prochaine crise qui va se passer en UE. C'est-à-dire qu'ils ont volontairement tout poussé depuis 4 ans
sur externaliser la production sur l'Amérique latine. Et l'Amérique latine. Et ils ont décidé de dépioter leur propre filière agricole dans leur pays. C'est ce qu'on appelle le bac du pourchiot qui se retourne sur le nez. Le pourchiot, le bac du cochon. C'est curieux comme les rôles peuvent s'inverser comme ça en l'espace de quelques années, d'une ou deux décades, où ils auraient bien voulu faire le Mercosur UE, et maintenant c'est l'UE qui a besoin du Mercosur et parce que ils ont mis leur stratégie et leur stratégie elle est en déroute. Donc ça va être une des prochaines. Je suis curieux de voir quelle dialectique. Bah si, on l'a. Tout ça, c'est à cause de l'extrême droite. Regardez le président argentin. Alors que bon, en fait, vous avez commencé à agir avant quoi que ce soit n'ait été signé, bande de débiles. Attends, c'est le principe de l'Union européenne. On commence à agir, ensuite on légalisera. Trying hard to reassert its influence in Latin America in the last few years, especially after the Russian invasion of Ukraine, when the EU tries to gather as many allies as possible. Malgré les incertitudes, l'Union a félicité Javier Milei et dit vouloir maintenir son partenariat. Dans le sens du poil. T'as pas l'impression que ça fait un peu la couronne mortuaire quand même quand tu les vois. On a tenu à quand même le féliciter, mais il n'y a aucune déclaration de représentant de l'UE, mais tu vois, on peut pas le fâcher parce qu'il a, tu sens la PLS qui est en train de venir là. Et justement, il a raison, pourquoi donner l'avantage à l'Europe, alors que c'est un bel avantage de négociation en fait. Là, il les fait trembler. Il va les laisser mijoter dans leur sauce, et ensuite, il va peut-être proposer quelque chose. C'est ça. Mais à quel prix? Par contre, le bon côté des choses, c'est que pour le moment, ils sauvent quand même 25 à 30 000 emplois quand même en France. Donc, c'est un côté déjà bénéfique sur le côté français. Oui, il prend plus soin de la France que certains élus de la France. Voilà. Qui étaient censés apparemment aider davantage plus les agriculteurs. On comprend leurs problèmes. Oui, c'est ça avec un Mercosur. Les 27 espèrent finaliser les négociations dès que possible avec le Mercosur. Un accord de principe a été conclu en 2019 après 2 décennies de discussions. Mais des engagements supplémentaires demandés cette année par les Européens ont poussé l'Argentine et le Brésil à souhaiter de nouvelles concessions, ce qui a prolongé les pourparlers. L'élection d'un président argentin climato-sceptique pourrait fournir une occasion à certaines capitales européennes comme Paris et Vienne d'abandonner le processus. Well, a new government in Argentina that denies the effects of climate change would certainly constitute a new obstacle, especially from an European Union point of view, and especially taking into consideration the positions taken also by the European Parliament. But at the same time, the most important country in these negotiations when it comes to climate change is the one country that has the Amazon forest, which is Brazil. And that's where we're going to see most of the negotiations taking place. Le prochain sommet du Mercosur est prévu début décembre à Rio de Janeiro. Certains sont tentés de faire pression pour qu'une décision soit prise d'ici là, avant que Javier Milei ne prenne ses fonctions 3 jours plus tard. Et finalement, moi je te l'ai dit, la réponse, je l'ai déjà. Ils ont essayé de faire venir, je te dis, pendant l'occasion du COP28, qui est actuellement jusqu'au 8 décembre. Ils ont essayé de faire passer le truc en vitesse, mais en fait, non. Le temps leur manque. En fait, finalement, c'est le truc qu'ils n'ont pas pu, qu'ils n'ont pas vu venir, en fait. Ensuite, on va arriver au présidentiel américain. Et c'est là que je te dis qu'on commence à avoir... Trump, tu vois, il est aussi dans cette vision libertaire. Ouais, c'est le Millet américain. Non, mais c'est... Ou Millet et le Trump argentin. C'est comme on veut. Ça dépend où on se situe. Trump n'est pas aussi anti-système que ça. Non, il n'est pas anti-système, mais il veut donner beaucoup plus de souplesse aux entreprises et faire en sorte que l'État contrôle moins. Donc déjà, c'est déjà une démarche libertaire. Quand je te dis moi j'ai pas dit anti-système, j'ai bien stipulé le terme libertaire.
Donc là, on a un petit article qui vient de sortir. Présidentielle américaine 2024, un sondage donne Trump vainqueur face à Biden dans 5 États clés. En gros, pour le moment, Trump, si il décide pas d'essayer de l'enfermer dans le système judiciaire américain qui est une usine à gaz, normalement, Biden, il se fait exploser pour 2024 et Trump revient. Attends, déjà l'année prochaine, c'est les élections présidentielles américaines. Ça va trop vite. C'est tous les 4 ans, c'est ça? Ouais. D'après cette enquête publiée dimanche 5 novembre, à 1 an du scrutin présidentiel, Donald Trump l'emporterait en Géorgie, en Arizona, en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Nevada. C'est un sondage qui devrait donner des sueurs froides à la Maison-Blanche. À 1 an, jour pour jour du scrutin présidentiel américain, une enquête d'opinion publiée ce dimanche par le New York Times donne Donald Trump vainqueur dans 5 des 6 États clés. C'est territoire décisif pour désigner le prochain président des États-Unis. D'après ce sondage, Donald Trump l'emporterait en Géorgie, en Arizona, en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Nevada. En 2020, la Géorgie et le Nevada, où Joe Biden s'était difficilement imposé, s'étaient révélés essentiels dans la victoire du candidat démocrate. Aujourd'hui, Donald Trump y disposerait une marge relativement confortable, 52% contre 41% dans le Nevada, 49 contre 43 en Géorgie. Joe Biden prendra en revanche le meilleur sur son rival républicain dans le Wisconsin, État qu'il avait remporté il y a 3 ans. Mais sa marge d'avance 48% contre 44% est inférieure à la marge d'erreur de l'enquête. Cette dernière a été menée par Siena College auprès de plus de 3600 Américains inscrits sur les listes électorales entre le 22 octobre et le 3 novembre. Le camp Biden relativise ce résultat défavorable à Joe Biden trouve notamment leur origine dans le mécontentement généré par l'action du président américain dans chacun des 6 États testés. Au moins 60% des personnes interrogées estiment que leur pays va dans la mauvaise direction et seulement 38% de ces Américains disent approuver l'action de Joe Biden. Donc tu vois, ça relativise. Les Américains sollicités font davantage confiance à Donald Trump qu'à Joe Biden sur des sujets comme l'économie, l'immigration, la sécurité nationale ou le conflit israélo-palestinien. Et finalement, oui, parce que Trump a fait de la désescalade, parce que sur Trump, on peut déjà faire un bilan, il a déjà été président. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Là où Javier Milei a encore toutes ses preuves devant lui, tu vois. L'avenir nous dira. Mais une chose est certaine, c'est que Trump, l'économie américaine s'est jamais aussi bien portée avec ses mesures protectionnistes, justement, en important les pneus de Chine, enfin, en taxant davantage plus les pneus de Chine et en faisant une fiscalité un peu plus allégée pour les entreprises américaines pour favoriser l'économie américaine. Du protectionnisme vis-à-vis du protectionnisme. Et laisser un peu plus ces entreprises faire ce qu'elles veulent. Et vivre. Parce que là où l'Europe, elle a pas compris, c'est que l'Europe, pour prospérer, elle a besoin de son tissu économique. C'est pas en augmentant des taxes de partout que le tissu économique européen va s'améliorer. Au contraire. Il bride, en fait, l'économie. Et justement, la stratégie de Trump a porté ses fruits. Ils étaient arrivés sous la barre des 4% de chômage dans le pays. C'était un truc historique. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a une désescalade des conflits. Il y avait... bon, après on l'a stigmatisé avec son fameux mur. Finalement, Biden, il en a construit encore un plus grand. Donc... Mais il en parlait moins. Personne n'en a parlé que Biden. Donc tu vois, finalement, c'est bien beau de les diaboliser. Après, le personnage Trump, je suis pas fan. Je le trouve assez outrancier, un peu demi, tu vois, c'est vrai que après, c'est un Américain, tu vois. Milei aussi, il est un peu outrancier sur les bords. Ouais, oui, mais c'est pas pareil. Ouais, je sais pas, il passe pas pareil à l'image. Trump, en fait, est passé par la case télé. Ouais. Ça l'a affecté, alors que Milei, lui, il est passé par un autre parcours. C'est pas la même provocation. Alors, le camp Biden a rapidement cherché à relativiser ses résultats. Les prévisions 1 an avant ont tendance à s'avérer légèrement différentes un an plus tard, a déclaré. Ouais, ça, c'est une phrase de perdant. Kevin Munoz a notamment cité un sondage qui donnait le président Barack Obama largement battu 1 an avant, en sa réélection en 2012, ou les élections à mi-mandat en 2022, qui s'annonçaient catastrophiques pour Joe Biden, si alors lesquelles les démocrates ont limité les dégâts. C'est parce qu'ils lui ont mis un coup de justice sur la gueule. Ça, c'est ce qu'il faut savoir.
Un match retour certain. Bon, enfin bref. En tout cas, je sais pas si c'est là qu'il le dit. Enfin, Biden a sorti une dinguerie. Biden a dit qu'il se représenterait seulement s'il y a Trump devant lui, mais si c'est pas Trump, il se représentait plus. Ça n'a pas de sens. Biden fait du Biden, en fait. Mais j'aimais bien en plus comment il l'appelait. C'est vrai que ça lui va bien. Trump, tu sais comment il l'appelle, Joe Biden? Non. Sleepy Joe. Le Joe dormant. On est à 4 ans de l'élection présidentielle et Et finalement, on commence à voir aussi, en France, des sondages du coup qui sortent justement pour les présidentielles de 2027. Très très intéressant. J'étais surpris de certains trucs. Je pense que ça va te surprendre. Vas-y, au revoir. À 4 ans des présidentielles, un dernier sondage de l'IFOP publié dans le Figaro annonce Marine Le Pen comme favorite dans les intentions de vote de Français. Bon, ça on s'en doute. C'est l'ordre logique. Si l'élection se déroulait demain, par exemple, la candidate du Rassemblement national sera en tête du premier tour alors que Jean-Luc Mélenchon sera en chute libre. C'est pareil. Encore une fois, ça me semble tout à fait logique. C'est le premier sondage de l'IFOP depuis l'attaque. Attends, il faut qu'on aille voir du coup. Alors, il reste malgré tout le favori de la gauche. Tu vois, c'est pour te montrer comment ils sont en décrépitude. Mélenchon, il serait aux portes du second tour, mais avec 14%, donc il baisse. Soit 8 points de moins qu'en 2022. À gauche, personne ne semble réellement émerger. Par exemple, François Ruffin, testé pour la première fois, ne dépasse pas les 7%. J'ai été surpris. J'aurais pensé que Ruffin aurait fait beaucoup plus que Mélenchon. Mais une dégringolade à gauche. Parce que tu vois, Ruffin, je pense le côté intéressant de Ruffin, c'est que je pense qu'il est tout à fait capable de pouvoir à la fois trouver un électorat de droite et un électorat de gauche qui serait capable de voter pour lui. C'est là que je me dis que c'est quand même très... Bon, enfin bref. Après, pour la succession d'Emmanuel Macron. Donc, ils sont en train de m'annoncer que Macron, il pourra pas se représenter, donc c'est cuit. Cuit. Donc, tourne pour l'instant, donc il pourra pas toucher à la Constitution, parce que c'est un processus qui prend au moins 2 ans, et apparemment, je pense qu'ils ont dû faire le pour et le contre, ils ne pourront pas. Donc, l'avantage serait pour Édouard Philippe. Qui pourrait être, du coup, le candidat qui serait avec 25% face à Le Pen. Les intentions de vote, une score qui fait mieux que les actuels poids lourds du gouvernement. Gabriel Attal est lui testé à 19%. Bruno Le Maire à 18%. Non mais sans déconner, il y a vraiment des gens à 18% qui veulent voter pour Bruno Le Maire. Bon, c'est pas grave. Dans 4 ans... Ceux qui ont 70, 75 ans, ils auront 80 ans. La moyenne d'âge pour un homme, elle est de 74 ans. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et Gérald Darmanin à 16%. Oui, il a dit 16%. Alors que je pense que c'est le plus crédible. Malgré tout. J'aime pas Darmanin. J'aime pas ce qu'il incarne. Mais en termes d'électorat, il est crédible. En termes d'électorat, c'est pour moi le candidat le plus crédible chez les centristes. Là où je te dis, Édouard Philippe, il ressemble à rien en plus. Et puis bon, malgré tout, les gilets jaunes lui en veulent beaucoup. Donc, je sais pas. Parce que Macron, la première fois qu'il avait été élu, c'était des gilets jaunes qui avaient voté beaucoup, on votait pour lui. Donc je sais pas. Enfin, à droite, Zemmour reste stable en conservant ses 6 à 7%. Et Laurent Wauquiez peine à décoller, à stagner à 6%. Ce sera la Valérie Pécresse du prochain. Mais en tout cas,
Donc, je trouvais ça déjà très intéressant de voir où, parce qu'on n'a pas eu de sondage depuis un moment. Je trouve que ça, c'est vraiment bien, parce que ça nous permet un peu de voir un peu les tendances. C'est très important de voir les tendances, même si je pense que on peut tirer par les cheveux quand même 18% pour Bruno Le Maire. Mais il y a une tendance qui est visible, en fait. Il y a une tendance qui est visible. Marine Le Pen a quand même bondi, là, au niveau des scores, parce qu'elle fait 33%. C'est énorme, ça veut dire qu'elle serait élue par un tiers des Français. Au premier tour. Enfin, elle passerait au second tour. Oui, facile. Donc, je pense pas que tu puisses te dégringoler autant. Et est-ce qu'on peut faire 3 fois de suite barrage à Marine Le Pen? Non. Bah, forcément, la diglache à un moment donné. Exactement. Et en plus, pourquoi j'ai montré Trump? Pourquoi j'ai montré Marine Le Pen? Parce que tu commençais à avoir une droitisation. Une droitisation certaine du monde. Et je pense que ces pays feront aussi un bloc. Tu auras les pros de l'écologie et de la transparence qui seront là. Tu auras un monde avec des nations de droite basées sur le protectionnisme. Tu auras les BRICS qui continueront à jouer leur jeu. Et les pays africains, pour moi, qui seront un 4e bloc à part entière. C'est une sorte de retour à un modèle d'avant-guerre. Oui. Oui, mais forcément, l'Argentine, à ce moment-là, c'est là où elle gagne le mieux, donc c'est ce qu'elle va promouvoir. D'homme mort, mon micro déconne tout à l'heure, j'ai cru entendre que Macron a été élu par les Gilets jaunes. Oui. La première élection où Macron a gagné, il se présentait comme une alternative à la droite et à la gauche. Il luttait contre les extrêmes à chaque chose, qu'il allait relever les pays de cette façon. Et beaucoup de gilets jaunes à ce moment-là... Il y a beaucoup de gilets jaunes qui l'ont même avoué. Hein. Tu voyais sur les manifestations de gilets jaunes et compagnie, tu as beaucoup de gilets jaunes qui avouaient avoir cette fait tromper, embobiné, mais d'avoir voté pour Macron pour la première élection. Ça, et puis les petits patrons de PME qui sont bien fait embobiner aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emmanuel Macron, il a été ministre de l'économie à Bercy, et il a profité de son avantage de ministre pour avoir accès à la base de données des adresses, des contacts. Voilà. Et il a envoyé une lettre par recommandé depuis Bercy à tous les entrepreneurs de France. Facile. Est-ce que c'est légal? Le peuple est seul maître à en juger. En leur mettant en place le fameux droit à l'erreur, en fait, en disant, si vous votez pour moi, je sais que c'est stressant, l'administration, le poids de l'administration. Si vous votez pour moi, vous aurez le droit à l'erreur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sanction directe, vous aurez le droit de clarifier, de réparer. Et en fait, bon, on l'attend toujours. Comme il y avait à cette époque-là, beaucoup plus de PME qui étaient sur le point de s'écrouler à ce moment-là, qui faisaient un peu de magouille, hein, tu vois, comme toute société. En général, faut pas se leurrer. Toutes les sociétés qui sont en difficulté commencent à faire de la magouille. On vu ça comme un cadeau et on votait Macron, quoi. En pensant que c'était ça qui allait les sauver. Oui, tout à fait, Dom. Pas en mode les gilets jaunes sont pro-Macron. Non. Pour la première élection. Macron avait bluffé plein de monde. Il promettait tout à tout le monde. Et j'ai un doute que Édouard Philippe, déjà d'une, il n'a pas le charisme. Enfin, je sais pas si tu l'as revu, on dirait... Plus depuis un certain temps. Il a plus de cheveux, il a plus de barbe. Il ressemble... alors peut-être que je l'ai vu et j'ai pas reconnu, c'est plutôt ça le truc. Il ressemble aux vieux politiciens, tu vois, donc... Il pourra être élu au Havre, mais pas plus, quoi. Une bonne fin de carrière. Mais en tout cas, voilà. Et puis, en fait, finalement, c'est un peu ce qui se dessine. Donc, indirectement, c'est peut-être ça qui sauvera peut-être l'Europe. Enfin, les gens vont dire non, que mon discours, il est faux, que c'est pas le repli, qui machin. Mais si tu fais un bloc, justement, d'intérêt commun, de coopération, parce que si forcément ces pays tombent, justement, sur des pays comme ça de droite, ils vont forcément jouer de la coopération. Ils n'auront pas le choix. Ça se voit déjà entre
les partis de droite, ou même qu'on qualifie d'extrême droite, qui, dans l'Union européenne, arrivent tout à fait à s'entendre entre eux, quand il s'agit d'être au Parlement européen. C'est comme si beaucoup de partis de gauche avaient trop poussé sur certains points, et du coup, maintenant, il y a un effet de repoussoir. CF, la promesse du droit à l'erreur. Oui. En tout cas, voilà. Et je trouvais que l'élection de Javier Milei était assez intéressante à décortiquer, à voir l'économie, ce que ça va influer sur le monde, et puis qu'en fait, le mec, il n'est même pas élu, qu'il y a déjà une influence déjà sur le monde. Je suis curieux de voir comment semblera l'AFP qui fait un reportage sur lui dans 2 ans. Est-ce qu'il dira exactement, on pourra les mêmes termes que ça, est-ce qu'il va rester dans la même ligne éditoriale, ou si ça se passe comme il le dit, non, moi je sais sur quoi ils vont l'attaquer, ils vont dire que voilà, il a pris des décisions et qu'en fait l'inflation elle n'a pas baissé depuis qu'il est au pouvoir et qu'en gros voilà, je pense que l'angle d'attaque ça va être ça. Lui il a annoncé de la couleur directe que il leur faisait pas de promesses absolues, il leur promettait une stagflation. Voilà ce qu'il leur promet aux Argentins. C'est la façon de redresser l'économie. Ben oui, il faut passer par une phase de contraction. Et après, les bénéfices viendront après. C'est mieux de dire que c'est la fin du temps de l'abondance. Il y a honnête et honnête. Ah, et encore, la fin de l'abondance, tout est relatif. Quand c'est eux-mêmes qui l'ont provoqué, c'est facile de dire c'est la fin de l'abondance. Tu parles de trafic maritime Costa? Pas que, mais tu vois, quand c'est ceux qui créent le problème et qu'on leur demande de résoudre la solution, c'est problématique. Enfin, de trouver la solution. Quand ceux qui créent le problème, on leur demande de trouver la solution. Comme la COP qui a été dirigée par des forces du pétrole. Oui, mais justement, il y a eu justement sur la COP 28. Au départ, je voulais faire un sujet sur ça parce que c'est assez intéressant. Je pense qu'on en fera peut-être un par la suite. Parce que justement, j'attends la fin du COP 28 parce que je suis persuadé qu'ils vont encore avoir des éléments. Tous les jours, il se passe des choses. C'est un truc de fou, la COP 28, là, cette année. L'OPEP, justement, a pété un plomb parce que les Européens, ils ont fait venir plus de 2500 lobbyistes pour essayer de convaincre qu'il faut se décarboner, il faut sortir des énergies fossiles. Donc les mecs, c'est leur gagne-pain, tu vois. Ouais. Ils organisent chez eux, on leur envoie 2500 cravatés. Des cols verts. Des cols verts. Pour essayer alors que bon, les lobbyistes, tu vois, ça se voit venir à 10 000, tu vois, on en a vu dans ton sujet justement sur les ventes de cartouches dans les bureaux de tabac, on en a eu un bon exemple, tu vois, un lobbyiste, il se décrypte très facilement, quoi. J'ai pensé aussi à... Oui, je préviens tout de suite, le prochain live sera en janvier. Voilà. Ouais. Le 7 ou le 8. Je pense qu'on va faire des... Bon, moi déjà, je vais les marquer sur... comment dire? Je vais les signaler sur Twitter. Je vais les marquer sur Twitter qu'on ne streamera pas. Et en plus, dans le live Twitch, je le ferai aussi. Alors, tu sais, tu peux barrer le live. Mais en tout cas, on vous annonce de Mort et Vagabonde que, en tout cas, il n'y aura pas de live avant janvier, entre le 8 et le 10, je sais plus c'est quand, mais je crois que c'est le 10, mais à voir quand est-ce qu'on reprend. C'est pour ça qu'on peut en profiter tout de suite pour vous souhaiter de bonnes fins d'année avec des bonnes fêtes. Oui, tout à fait, à l'année prochaine, d'Homme Mort. Et en tout cas, on espère que le sujet vous a plu. Parce qu'il était très intéressant. Et c'est aussi ce que j'aime dans nos lives, c'est l'approche sur plusieurs fronts à la fois et les parallèles qu'on fait. Là, on va passer de l'Argentine à l'Amérique, à la France, en faisant des parallèles qui se respectent. Moi, il n'y a pas eu de raccourci facile. Je pense que c'est ça la force de la chose, c'est que on parle de l'Argentine
Et pile poil pendant son élection, il y a le Mercosur. Et en ce moment, il se passe des choses avec la France. Donc finalement, tous les sujets sont liés. Parce que de toute façon, le monde est vivant. Donc forcément, ça donne du mouvement. Je suis content quand même de la tenue, en fait, de nos vidéos. Parce que ça fait sens. Des choses que l'on prévient s'accomplissent. Ou... Après, j'ai envie de te dire, c'est du bon sens, Adam. On n'est pas des prophètes ou. Non, du tout. Et justement, c'est pour souligner que c'est du bon sens. C'est du bon sens. Si tu vois une série d'éléments, il y a forcément qu'une issue, en fait. Une série de signaux. Merci, Vagabonde. Joyeux Noël et bonne fête également à toi. Bonne année prochaine, à bonne mort aussi. En tout cas, on espère que le sujet vous a plu. Malgré les petits problèmes techniques. Ouais, désolé vraiment. Mais l'année prochaine, on aura encore plus de méthodes et de méthodologie. En tout cas, moi, j'ai bien aimé traiter le sujet. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, bon, j'ai vu passer l'info comme ça, hein, tu sais, de l'élection. Oui. Un peu comme pour parler d'un type à la tronçonneuse. Voilà, j'ai vu un gars à la tronçonneuse à la télé passer un jour, un matin, c'est vrai, c'est tout ce que j'avais vu sur lui. Et en cherchant, j'ai commencé à voir, et je fais, en fait, il est peut-être pas si taré que... J'ai écouté plusieurs de ses discours, et effectivement, il y a une belle logique derrière. Je suis curieux quand même comment l'administration de son pays va essayer de le gérer. Parce qu'il va y avoir un mouvement de frein. Et lui, comment il va faire péter ça? Peut-être la tronçonneuse, c'est plus qu'un symbole. Et bon foie gras d'homme mort. Et Rudolf Le Ren, il viendra nous apporter la bûche. J'ai dit Rudolf Le Ren. Oui, bien sûr. Un être fictif au nez rouge qui vole dans le ciel. Bon, en tout cas, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et puis on se dit à l'année prochaine.